Le syndrome des enfants stars, ces acteurs ou actrices qui dès leur enfance ou adolescence connaissent une immense célébrité grâce à leur participation dans des films ou séries télévisées à succès. Ils vivent dès leur plus jeune âge dans un monde baigné de strass et de paillettes, une vie de rêve en apparence. Mais leur parcours dans cette industrie réputée impitoyable peut parfois être complexe, marqué par des pressions intenses, des attentes irréalistes et des transitions difficiles vers l'âge adulte. Les exemples de descente aux enfers ne manquent pas. Macaulay Culkin, enfant star des années 90, devenu soudainement célèbre après avoir incarné Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion et qui est tombé dans le cycle infernal de la toxicomanie. Lindsay Lohan, qui après avoir brillé à l'écran, a vu sa carrière entachée par des scandales médiatiques, des problèmes judiciaires et personnels. Ou encore Britney Spears, qui après avoir connu un succès planétaire à l'adolescence, a souffert d'abus de la part de sa famille, prête à tout pour s'octroyer sa fortune, allant même jusqu'à la faire passer pour folle afin de la mettre sous tutelle. Mais le cas que nous allons voir aujourd'hui dépasse largement tout ce que vous avez pu entendre jusque-là sur les dérives des enfants stars. Je vais vous raconter l'histoire vraie de Ryan Grantham, acteur depuis ses 9 ans, connu pour avoir fait quelques apparitions dans la série Riverdale et Supernatural. Un jeune homme qui est allé jusqu'à tuer de sang-froid la personne la plus chère à ses yeux et qui avait prévu de provoquer un véritable massacre. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête sur le sombre parcours criminel de Ryan Grantham. Petite mise en garde, dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs sujets sensibles, santé mentale, addiction, tuerie de masse, homicide, personnes souhaitant sauter la vie. Alors si vous êtes particulièrement sensible à l'un de ces sujets, vraiment j'insiste, n'allez pas plus loin. Je vous propose, pourquoi pas, de regarder une autre vidéo sur la chaîne. Pour les autres, on y va, c'est parti. Nous sommes le 1er avril 2020. 2020, oui, pendant la période de l'épidémie de Covid. La scène se déroule au Canada, dans la ville de Squamish en Colombie-Britannique. Lisa Grantham, une jeune adulte, est inquiète. Voilà un moment qu'elle tente de joindre sans succès sa mère, Barbara Waite. Aucune réponse à ses appels, ni à ses textos depuis la veille. Que se passe-t-il ? Lisa n'exagère pas en s'inquiétant ainsi. Il faut dire que sa mère a une santé fragile, elle se bat depuis un certain temps contre le cancer, alors elle est fortement affaiblie. Lisa n'est pas sereine, elle sent que quelque chose ne va pas, alors elle décide de faire une visite éclair chez sa maman pour s'assurer que tout va bien. Lorsqu'elle arrive devant la maison, au 40 000 Government Road, elle sonne mais pas de réponse. Heureusement, elle possède le double des clés. La maison est étrangement calme, on dirait bien qu'il n'y a personne. Mais lorsqu'elle s'avance dans le salon, ce qu'elle voit la pétrifie, et même si on est le 1er avril, elle sent bien que ça n'a rien d'un poisson d'avril. Le beau piano de sa mère est recouvert d'un large drap blanc gorgé de sang. Sur ce drap, elle aperçoit des bougies placées çà et là comme si quelqu'un avait voulu ériger un autel. Mais ce n'est pas le pire, car sous le drap, elle perçoit comme une masse affalée sur le piano, mais alors qu'y a-t-il en dessous ? Par peur de ce qu'elle pourrait y trouver, elle n'y touche pas et s'empresse d'appeler la police. Les agents arrivent et retirent le drap. C'est là qu'ils découvrent le corps sans vie de Barbara, la maman. Elle semble avoir été abattue d'une balle à l'arrière du crâne. Soudain, les pensées de Lisa se bousculent dans sa tête. Elle est inquiète. Si un intrus est entré dans la maison et a tué sa maman, il a peut-être aussi fait du mal à son grand frère, Ryan, qui vit aussi sous ce toit. Mais alors où est-il ? Elle est horrifiée rien qu'à l'idée qu'il ait pu subir le même sort que sa mère. Ce que Lisa est loin d'imaginer, c'est qu'au moment même, à 60 km de la scène du crime à Vancouver, Ryan Grantham, son propre frère, est en garde à vue après avoir déclaré à un policier « J'ai tué ma mère ».
Mais qui est Ryan? Comment ce jeune homme voué à une carrière si prometteuse d'acteur, qui n'a jamais eu aucun démêlé avec la justice, en est arrivé à tuer de sang-froid sa propre mère? Né le 30 novembre 1998, Ryan est un Canadien né en Colombie-Britannique. Il a une petite sœur, Lisa, et vit avec sa mère, Barbara Waite. On n'a pas beaucoup d'informations sur son père, ou plutôt devrais-je dire son géniteur, puisqu'il a disparu de sa vie dès son plus jeune âge, abandonnant femme et enfants. Barbara, alors mère célibataire, prend les choses en main. Elle se bat bec et ongles pour offrir la meilleure vie possible à ses enfants, qu'elle aime et chérit plus que tout. Elle élève ses deux enfants dans un foyer aimant et bienveillant. Elle est une femme qui bouge beaucoup, elle adore le sport et les activités de plein air comme la randonnée et le kayak. Elle n'est pas casanière, c'est une femme active qui transmet ses passions à ses deux enfants Lisa et Ryan. Barbara est aussi une fille aimante puisqu'elle prend soin de sa mère âgée. Bref, elle est une femme solaire, quelqu'un de bien et de très apprécié de son entourage. Mais à un moment, on ne sait pas quand exactement, il lui arrive un malheur dans sa vie puisqu'elle ne tarde pas à tomber gravement malade d'un cancer qui l'affaiblit énormément. Un coup dur pour cette femme active, mais elle continue à se battre courageusement. Elle garde sa joie de vivre et passe beaucoup de temps à pratiquer du piano, une activité qui la ressource et qui l'apaise énormément. Concernant Ryan, c'est vers l'âge de 9 ans qu'il commence à montrer un intérêt tout particulier pour le monde de la télé. Déjà à cet âge-là, il se voit devenir un grand comédien. Barbara remarque la passion de son fils et le prend au sérieux lorsqu'il lui parle de ses rêves d'avenir. Alors elle l'emmène à plusieurs auditions à Vancouver, même si ce n'est pas la porte à côté, parce qu'elle croit en lui. C'est de cette façon qu'il décroche un premier rôle dans le film Le secret de Casse-Noisette. En fait, c'est plutôt un petit téléfilm de Noël, comme on en voit beaucoup au mois de décembre, qui est sorti donc en 2007. Il n'apparaît que brièvement, mais c'est un bon début. Il fait aussi parallèlement du mannequinat quand l'occasion se présente. Ryan grandit et enchaîne les petits rôles. Son physique atypique intéresse puisqu'en fait il est plutôt petit, menu, voire maigre. Il fait plus jeune que son âge. Il apparaît donc brièvement dans certains films ou séries télévisées dont les plus notables sont la série Supernatural, iZombie et dans une autre série de chez Netflix assez connue, Riverdale, une adaptation des Archie Comics et du dessin animé Archie Mystère et compagnie, si vous connaissez. Une série que j'avais d'ailleurs commencé à regarder il y a quelques années, mais je vous avouerai que j'ai décroché après la 3e saison parce que ça a commencé à tourner un peu en rond et que le scénario ne me paraissait plus crédible. Donc moi, je n'ai pas vu la prestation de Ryan dans la série. En tout cas, dans cette série, même s'il ne joue que dans un seul épisode, c'est vraiment un épisode apparemment qui était très important où il a joué le rôle d'un personnage clé dans l'histoire. Il fait très bonne impression, mais malgré tout, sa carrière ne décolle toujours pas. Il a beau avoir joué dans 3 séries à succès, mondialement connues, il ne croule pas sous les propositions de rôle, probablement je pense à cause du contexte de la pandémie Covid, où le monde entier tournait au ralenti et où de nombreux tournages ont été annulés ou reportés. C'est un coup dur pour Ryan qui rêvait grand, il perd confiance en lui et en son avenir, en sa future carrière de star de cinéma. Lui qui est dans l'attente du rôle de sa vie ne le voit pas venir et il tombe dans ce qui semble être à ce moment-là une dépression. Plutôt que d'aller consulter des spécialistes, un psychiatre ou un psychologue, il fait l'erreur de tomber dans la solitude, les addictions à l'alcool et au cannabis, pensant que ça pourrait l'aider à aller mieux, mais grave erreur. Le monde de la télé étant ce qu'il est, Ryan sait quand même que le succès dans ce milieu peut n'être qu'éphémère. Alors, il est aussi inscrit parallèlement à l'université pour avoir ce qu'on appelle la sécurité du diplôme. En cas d'échec de sa carrière d'acteur, il pourra toujours rebondir et faire un autre métier. Mais au moment où il tombe dans les addictions, vous vous doutez bien que ça impacte aussi sa vie étudiante. Certains rapportent qu'il arrive en cours, tantôt défoncé, tantôt complètement bourré. Le jeune homme n'est plus motivé à étudier, ses notes dégringolent et il finit par ne même plus y aller.
Il abandonne ses études, ce qui crée beaucoup de pression pour lui et pour sa mère qui voit en fait son fils gâcher son avenir et elle se sent totalement impuissante face à ça. Ryan se renferme sur lui-même et n'a plus aucune relation sociale. N'ayant désormais plus de raison de sortir de la maison puisqu'il n'étudie plus, il commence à s'isoler dans sa chambre, reste la plupart du temps scotché à son écran d'ordinateur, à visiter sur le dark web des sites peu recommandables hébergeant des vidéos extrêmement violentes, montrant des meurtres et plein d'autres choses très glauques. Et comme la négativité apporte encore plus de négativité, regarder toutes ces choses horribles ne l'aide forcément pas à se sentir mieux, bien au contraire. Petit à petit, il sombre dans une grande instabilité mentale et ça, on le sait parce que durant cette terrible période pour lui en 2020, il consigne au jour le jour ses états d'âme, ses peines, ses pensées suicidaires et ses envies de meurtre dans son journal intime. Je n'ai pas réussi à trouver des extraits du journal sur internet et je pense d'ailleurs qu'ils sont restés confidentiels. On fait un grand bond dans le temps et on avance, on revient à Ryan qui, après avoir commis l'irréparable, est dans la salle d'interrogatoire du poste de police de Vancouver. Il est relativement calme et raconte tout à l'agent assis en face de lui. Il explique que depuis des mois, il a planifié de réaliser quelque chose de grandiose. Un événement si horrible qu'il fera parler de lui sur tous les médias du monde entier. Il projetait d'assassiner le Premier ministre canadien Justin Trudeau, puis d'aller dans un lieu public pour perpétrer l'une des plus sanglantes tueries de masse de l'histoire du Canada. Cela fait un certain temps qu'il y pensait, mais un seul et unique élément le freinait, sa maman. Il aime sa mère de tout son cœur et ne se voyait pas lui infliger l'immense peine d'être témoin des crimes et des atrocités de son fils. Alors, il a pris la terrible décision de tuer sa mère avant de passer à l'acte pour lui éviter en quelque sorte d'être confronté aux futurs crimes de son enfant. C'est ainsi qu'au matin du 31 mars 2020, après mûre réflexion, mais malgré tout beaucoup d'hésitation, il charge discrètement son arme dans la cuisine, un fusil calibre 22. Il est encore indécis sur le fait de mettre à exécution son plan macabre, mais il se décide à sauter le pas quand il entend sa mère jouer du piano dans le salon, complètement absorbé par sa musique. Alors, sans un bruit, il entre dans le salon, se dirige derrière elle et pointe son arme contre la tête de sa mère. Il ferme les yeux et il tire. La douce mélodie du piano s'arrête et le corps lourd de Barbara, 64 ans, s'effondre sur le clavier de l'instrument. Du sang s'écoule abondamment du trou béant à l'arrière du crâne de Barbara. Elle est morte. Paradoxalement, juste après le meurtre, un peu comme un signe d'hommage, Ryan couvre le corps de sa mère d'un drap et place des bougies par-dessus, un peu comme s'il érigeait un autel. Après quoi, très surprenant, il se filme pendant 4 minutes, faisant des aveux avec sa GoPro, tout en montrant en arrière-plan le corps sans vie de sa mère recouvert d'un drap. Dans cet enregistrement, il partage aussi son intention de faire encore plus de victimes. Puis, il part acheter de la bière et du cannabis, il revient à la maison, s'installe devant Netflix, puis s'endort comme si de rien n'était. Le lendemain, le 1er avril, après s'être reposé, il charge son coffre de voiture de 3 armes à feu, de matériel de camping et de 12 cocktails Molotov, des armes incendiaires faites maison composées de liquides inflammables et explosifs qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Il monte à bord de son véhicule pour passer à la phase 2 de son plan, tuer le Premier ministre Justin Trudeau qui réside à Ottawa, à Rideau Cottage, puis mettre le feu à sa résidence. Mais le trajet pour arriver jusqu'à la capitale canadienne est long, très très long, 46 heures de route en voiture d'après Google Maps, soit 4366 km à parcourir, presque 5 fois la distance entre Lille et Marseille en France. Après avoir parcouru 100 ou 200 km selon les sources, Ryan cogite et finalement il change d'avis. Son plan d'assassinat ne lui semble plus aussi réaliste qu'au départ, alors il décide de perpétrer une tuerie de masse sur le pont Lionsgate à Vancouver. Il veut en fait grimper sur le pont et tirer sur les passants, puis jeter ses cocktails Molotov. Et ensuite il réfléchit encore. Décidément, Ryan c'est quelqu'un qui cogite beaucoup et il modifie encore son plan. Quand il arrive au niveau de la ville de Hope,
il fait demi-tour pour retourner en Colombie-Britannique et décide que finalement, il veut faire une tuerie de masse dans son ancienne université, l'université Simon Fraser, située dans la ville de Burnaby. Sur le chemin du retour, il change de nouveau d'avis et là, il se dégonfle complètement et j'ai envie de dire tant mieux. L'idée de tuer des gens lui paraît absurde. C'est comme s'il commence enfin à réaliser la gravité des faits. Là, les pensées se bousculent dans sa tête. Il a abandonné l'idée de tuer le Premier ministre, de faire une tuerie de masse sur le pont, puis à l'université. Alors, quand on y pense, il a tué sa mère pour strictement rien. Et cette idée est dévastatrice pour Ryan, qui commence à éprouver de sacrés remords. Finalement, il se gare sur le parking du commissariat de la police de Vancouver, prêt à en finir avec sa propre vie. Il pointe son arme sur lui, mais au moment où il va appuyer sur la gâchette, il aperçoit un policier près de lui. Alors, il change d'avis pour la énième et dernière fois de la journée. Il sort de son véhicule et se dirige vers l'agent de police en lui déclarant calmement « J'ai tué ma mère ». Il se rend aux autorités. Quand Ryan raconte tout ça aux enquêteurs, ces derniers restent sans voix. Le jeune homme, durant toute sa garde à vue, semble prendre la mesure de la gravité de ses actes et a de profonds remords. Le lieu du crime est fouillé de fond en comble pour corroborer la version du jeune homme. Les investigateurs font d'intéressantes découvertes. Ils découvrent dans la maison des enregistrements faits à l'aide d'une GoPro où on voit plusieurs fois Ryan s'approcher derrière sa mère pendant qu'elle joue au piano. Et pas qu'une fois, vraiment plusieurs fois, un peu comme s'il faisait des répétitions avant le spectacle final. Preuve que le meurtre était bel et bien prémédité. Les enquêteurs trouvent aussi son journal intime où il a consigné toutes ses pensées macabres, ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Les psychiatres qui l'expertisent lui diagnostiquent une lourde dépression aggravée par son alcoolisme et sa toxicomanie qui aurait provoqué en lui un état de psychose. Mais ils estiment pour autant qu'il est tout à fait responsable de ses actes et capable de faire la différence entre le bien et le mal. Il est donc apte à être jugé. Selon eux, le mobile du meurtre de sa mère est qu'il aurait voulu lui épargner la souffrance de voir son fils participer à une tuerie de masse. Il avait prévu de faire un grand coup, assassiner le Premier ministre et tuer du monde dans un lieu public. Il savait qu'il allait par la suite faire la une des médias, qu'il serait qualifié de tueur et que sa famille allait tôt ou tard en pâtir de cette situation et être montré du doigt. Dans sa tête, tuer sa mère, c'était presque comme un acte charitable, de lui épargner de vivre dans la honte et l'immense tristesse d'avoir un fils meurtrier. Il ne voulait pas qu'elle soit la témoin impuissante de toutes ces horreurs, elle ne l'aurait pas supporté de toute façon, alors il lui a en quelque sorte rendu service. Pour ce qui est du fait de tuer le Premier ministre canadien, en réalité, Ryan n'avait pas de réelle revendication politique. Il voulait juste tuer quelqu'un d'important, pour qu'on parle de lui comme quelqu'un d'important. Alors je sais pas, peut-être qu'il a mis sur Google qui est la personne la plus importante du Canada et c'est peut-être le premier nom qui est apparu devant lui, qui sait. Quoi qu'il en soit, Ryan Grantham, 22 ans, est placé en détention provisoire en attendant son procès. Le 13 juin 2022, Ryan plaide coupable du meurtre au second degré de sa mère. Le 21 septembre 2022, à la Cour suprême de Colombie-Britannique, il reçoit sa condamnation par la juge Kathleen Kerr, prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 14 ans d'incarcération. La juge a accepté d'envisager la libération conditionnelle après avoir pris en compte l'état de santé mentale du tueur pendant les faits. À l'issue du procès, il déclare « Je ne peux expliquer ni justifier mes actions, je n'ai aucune excuse. Face à quelque chose d'aussi horrible, s'excuser semble inutile, mais de toutes les fibres de mon être, je suis désolée. » Sa sœur Lisa, quant à elle, livre un témoignage déchirant durant l'audience, décrivant comment sa vie a pris un tournant dramatique depuis que son propre frère a tué sa mère. Comment puis-je faire confiance à qui que ce soit alors que mon frère unique a choisi d'exécuter ma mère pendant qu'elle avait le dos tourné? Les mots ne peuvent exprimer à quel point cela a été horrible et déchirant. Depuis qu'il est en prison, Ryan est un détenu modèle. Il bénéficie par ailleurs d'un suivi psychiatrique pour améliorer son état de santé mentale.
il est mis à l'écart des autres détenus pour sa propre sécurité pour éviter qu'il ne devienne leur punching ball. Car rappelez-vous, je vous avais dit qu'il avait une carrure pas du tout imposante, en fait c'est un gringalet et les spécialistes pensent qu'il ne survivrait pas avec les autres. En tout cas, pour la justice canadienne, il est sur la bonne voie de la réhabilitation. Si tout se passe bien pour lui, il pourra être libéré à l'âge de 38 ans, totalement libre de reprendre sa vie là où elle a été mise sur pause, alors que lui a mis de sang-froid un point final à la vie de sa mère. Ce n'est qu'une interprétation de ma part et vous me direz ce que vous en pensez, mais je me demande si devenir célèbre, quel que soit le moyen, n'était pas la vraie motivation de Ryan derrière les crimes qu'il projetait de commettre. Je me dis que ce jeune homme qui rêvait de devenir une grande star d'Hollywood, une célébrité, désespérait de voir sa carrière d'acteur stagner. Malgré qu'il avait eu l'opportunité de jouer dans des séries connues, sa carrière n'a pas décollé. Alors, avec le contexte de l'année 2020, toute l'anxiété liée au Covid, que je pense que nous avons été nombreux à ressentir à l'époque, ajouté à cela à sa dépression, ses addictions à l'alcool et au cannabis, tout ça a fait que dans sa tête, dans son cerveau, il y a des connexions, des pensées qui n'auraient pas lieu d'être chez quelqu'un de normalement constitué. Il a alors réfléchi de façon totalement irrationnelle. En gros, je pense qu'il a dû se dire voilà, je n'arrive pas à percer dans l'industrie du cinéma, je n'arrive pas à devenir célèbre. Alors il faut trouver un autre moyen. Et puis peut-être dans ses recherches dans le darknet, il s'est dit les tueurs qui commettent des crimes graves, eux, sont célèbres. Et puis il s'est dit alors c'est une autre façon d'atteindre la célébrité. Et donc il a réfléchi comment faire pour commettre un crime suffisamment dramatique, suffisamment marquant pour que les gens se rappellent de lui. Et quoi de mieux, entre guillemets, que d'éliminer une personnalité ou des gens innocents pour faire parler de soi. Et donc, il s'est dit, bon, je ne serai peut-être plus acteur, je ne serai pas célèbre grâce à ça, mais j'entrerai dans la postérité en faisant quelque chose d'atroce. Et puis ensuite, il a pensé à sa maman, qu'il a toujours aimée, qu'il a toujours soutenue, et il s'est dit qu'il était hors de question de la faire souffrir. Pour ne pas la faire souffrir, pour lui, la solution, c'était tout simplement de la tuer avant qu'elle n'assiste à tout ça. À mon avis, c'est plus ou moins comme ça que ça a dû se passer dans son cerveau de personne malade. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez d'autres théories éventuellement. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. À bientôt.